Bonjour et bienvenue au quartier des Chartrons, dans un lieu prestigieux réservé au vin au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Un homme exceptionnel avec nous pour cette nouvelle rencontre, un homme que vous avez vu forcément à la télé, pendant le confinement, après, avant, un homme qui est devenu un grand professionnel de la restauration puisqu'il a un peu plus de 140 restos un petit peu partout en France. Il a démarré sa carrière à Bordeaux, c'est un passionné de sport. On va se poser aujourd'hui une question absolument existentielle. Mais qu'est-ce qui fait avancer Marc Vanov? Bonjour. Bonjour Christophe. Quel plaisir de vous voir ou de te voir. On a dit qu'on allait on faire peut se tutoyer, on peut se tutoyer avec plaisir Christophe. Quel plaisir de te voir parce que c'est vrai qu'on a beaucoup suivi tes aventures, d'abord pendant le confinement où tu as été quand même le porte-drapeau de la restauration française. On t'a vu sur toutes les chaînes et tu as eu un combat qui était complètement légitime. J'ai envie de te poser tout de suite une première question. Comment va Marc Vanov après cette terrible épreuve du Covid-19 ou de la Covid-19 ? Alors, Marc Vanov et le groupe Bistro Régent se portent très bien. On a passé l'orage, on va dire, sans trop de problématiques. On a plus peur d'une deuxième vague qui est en train de se préparer, mais pour le moment, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Quant à mes objectifs et pourquoi je suis dans cette dynamique depuis toujours, tout simplement parce qu'à l'âge de 13 ou 14 ans, quand j'étais apprenti cuisinier, j'ai toujours rêvé que j'aurais plein de restaurants avec des panneaux publicitaires pour faire venir les gens. Pourquoi, je ne sais pas, et j'ai mis en application mes rêves, tout simplement. Tu es le contre-exemple de ce qu'on décrit à l'école. On dit aux élèves, et j'en suis une preuve vivante, il faut absolument avoir des diplômes, il faut bien travailler. Toi, je crois que tu as quitté l'école en 5e, tu as ce CAP de cuisinier, tu nais dans une famille relativement modeste du côté de Saint-Médard-en-Jalles, avec 2 frères, je crois. 3 frères, on est 4 frères. 4 frères, qui ont d'ailleurs tous bien réussi, je crois. Et au forceps, tu te lances avec une première aventure très jeune, puisque je crois que tu ouvres une affaire rue Saint-Cernin à 20 ans. Est-ce que franchement, c'est pas de l'inconscience totale à 20 ans de démarrer une affaire ? Alors, c'est une inconscience totale, bien sûr, je peux le dire et le confirmer aujourd'hui, si on n'est pas accompagné, si on n'a pas eu la formation pour le faire. C'est vrai qu'à l'époque, je me suis lancé, je sortais d'apprentissage, j'avais fait un parcours rapide de chef de cuisine jusqu'à 20 ans, et donc à 21 ans, j'ai ouvert mon premier restaurant. Et c'est vrai que je ne connaissais pas la gestion, je n'avais pas appris, on va dire, la comptabilité, enfin, et donc j'ai fait comme l'être humain pense bien faire, c'est-à-dire j'ai pris les meilleurs, j'ai acheté les meilleurs produits, j'ai fait ce qu'il y avait de meilleur, et malheureusement, la rentabilité n'était pas au rendez-vous. Donc j'ai appris après, avec le temps, évidemment, à mettre en adéquation, on va dire, la gestion, le modèle économique qui permet de payer tout le monde correctement et d'acheter des produits avec des rapports qualité-prix qui permettent bien sûr de proposer aux gens une cuisine qui leur donne envie aussi de venir parce qu'on a besoin des clients pour faire vivre l'entreprise. Et tu reçois déjà le Gotha du football. Alors, les années 80, c'est évidemment la grande époque des Girondins. Tu connais Alain Roche, tu connais Jean-Marc Ferreri, Aimé Jacquet, peut-être Didier Kouékou, qui à l'époque était le directeur sportif. Tous ces gens-là, tu les reçois chez toi. Ça te donne sans doute des idées par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Je n'ai pas mis par hasard ce maillot, avec bien évidemment l'appellation Bistro Régent. On va reparler de cet aspect sponsoring sportif tout à l'heure. Donc c'est déjà une première approche du monde du foot. Tu as compris qu'en ayant chez toi des invités vedettes, tu allais faire venir du monde sans doute d'emblée. Alors en effet, bien sûr, mais j'ai surtout eu la chance de jouer au niveau jusqu'en cadet national et j'étais en sélection sud-ouest, on va dire... Avec Fétis Oui, Fétis. Fétis. Et en effet, ça m'a permis de rencontrer les 3/4 des joueurs des Girondins qui étaient en première à l'époque. Et donc quand je les ai vus, je leur ai dit j'ai ouvert un restaurant, j'ai attrapé Ferreri dans la rue qui passait, il sortait avec la fille d'un avocat, je ne me rappelle plus le nom. Et donc je lui ai dit à tout le monde que j'ai ouvert un resto et donc ils venaient manger à peu près une fois sur 2. Ouais. Un coup ils allaient manger chez Duberne à l'époque et un coup chez moi et donc ça nous a permis évidemment d'avoir on va dire le Gotha du football girondin et surtout une belle époque avec la dernière, alors c'était un peu la fin aussi, c'était en plein début et fin à la fois mais on a gagné la Coupe de France en 87 et on avait gagné la Coupe de France également et donc voilà c'était un bon début et surtout évidemment j'adore le football donc je ne peux pas le cacher et encore moins aujourd'hui.
Alors, paradoxalement, cette fin des années 80, c'est le début, mais ça aurait pu aussi sonner la fin pour toi, puisqu'il va t'arriver vraiment beaucoup de problèmes. D'abord, un dépôt de bilan, ensuite, tu as un resto au Cap Ferré qui s'appelle les Brasero qui part en fumée. Tu perds ta femme, malheureusement, d'une grave maladie. Ce sont les années noires, là, tu es vraiment au fond du trou. À quoi tu penses quand tu es au fond du trou? Alors, disons que les années noires ont duré quand même de 87 jusqu'en 98, donc ça fait quand même, c'est quand même un long parcours où en effet, on va dire que je ne le renie pas du tout, mais c'est la plus grande chance de ma vie, c'est toute la malchance que j'ai eue, et c'est ce qui m'a permis de mettre l'homme à sa cervelle qui se met en marche vraiment quand il est au pied du mur ou au fin du ravin. Et j'ai eu cette chance d'y être plusieurs fois, et donc ma cervelle, comme toutes les cervelles d'être humain, dans les moments comme ça où on voit la mort arriver, où on voit la mort de son entreprise arriver, où on voit... Jamais un instant. Non, alors pas du tout, c'est pas mon style, ma façon de penser. Mais par contre, en effet, ça permet d'avoir la cervelle qui se met en marche, on est même surpris soi-même. Donc voilà, je remercie entre guillemets tous les malheurs qui me sont arrivés, même s'il y en a certains que j'aurais bien aimé éviter, mais c'est la vie, elle est comme ça. La vie, on connaît juste une chose, c'est sa date de naissance. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. On imagine comment ça va se passer professionnellement, amoureusement, sportivement, et ça se passe malheureusement rarement comme on a prévu. Et moi, c'était le cas. Mais j'ai réussi à inverser la tendance pour appliquer ce que j'avais dit à 13 ou 14 ans, c'est-à-dire le fait que j'aurais des restaurants avec des panneaux publicitaires. Alors, je ne savais pas combien de restaurants, mais je savais. Et j'ai toujours dit à mon père, quand j'ai ouvert mes premiers restaurants, que j'attaquerais le national. Et il m'a dit, mais Marc, enfin, mon fils, t'as pas compris que c'était pour les banques, les trusts, les gens riches. Je dis non, je vais te montrer. Et je lui ai montré, et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, il est fier de mon parcours. On va revenir au facteur d'étonnance qui te fait véritablement démarrer, mais il y a aussi une anecdote qu'il faut absolument que tu nous racontes, que tu nous racontes, et que tu m'avais raconté quand j'étais venu te voir pour mon bouquin Passion et rencontres girondines. Martingale au loto sportif, et tu gagnes, si je ne m'abuse, 400 000 € sur une période 96-2001. Est-ce vrai? Est-ce une légende? Est-ce vrai? Et dans ce cas-là, tu ne vas pas donner la martingale, mais comment tu as pu faire un truc comme ça? C'est énorme. Oui, non, mais ça c'est vrai et ça continue d'être vrai aujourd'hui, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Tu continues de jouer? Oui, bien sûr. Et de gagner? Bien sûr. Alors il y a des années qui sont très profitables et des années où j'équilibre, mais en règle générale, je ne perds jamais d'argent. Alors c'est une martingale, le gars qui te dit qu'il gagne à chaque fois, c'est un menteur. Mais par contre, j'ai, on va dire, entre les investissements et les gains, évidemment, j'ai une rentabilité qui est quand même assez importante en règle générale chaque année. Et donc c'est quand même une bonne chose. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans mes moments difficiles, ça m'a bien aidé à traverser ces moments difficiles où il a fallu trouver des fonds parce que j'ai eu des contrôles fiscaux, j'ai vraiment un ensemble de choses. Et juste, je tiens à spécifier que ma femme, je l'ai perdue dans une maladie psychiatrique, mais elle n'est pas décédée. Faut pas, voilà, elle est d'ailleurs toujours, toujours en traitement. De ma part, je pensais qu'elle était décédée. Voilà. Un joueur, c'est ce que tu es incontestablement, et tu continues de l'être incontestablement. Alors, attends, juste joueur, je ne suis pas joueur, je ne joue pas au loto, je ne joue pas au tiercé, je joue à rien, je joue juste au loto sportif. Je ne suis pas joueur. Après, dans les affaires, on peut penser que je suis joueur, mais enfin, je suis un joueur qui est quand même calculateur. Aujourd'hui, je veux dire, autant avant, j'avais pas peur de tout remettre en jeu et de le perdre, ça me gênait pas. Aujourd'hui, franchement, j'essaye quand même de voir aussi l'avenir. J'ai quand même trois filles, ma femme a 2 enfants, à tous les 2, on en a 5. Bon, mon objectif, c'est quand même de protéger aussi l'avenir de mes enfants, donc j'essaye de rester raisonnable et de ne pas faire un coup de fou ou un coup de branque comme on a pu me connaître. Ton affaire s'appelle aujourd'hui Bistrot Régent. Tous ceux qui ont mon âge, un peu avancé malheureusement, se souviennent tous de la brasserie Le Régent, où on allait draguer un petit peu les filles, où on allait s'asseoir en terrasse. C'était d'anciennes écuries qui avaient été transformées en cette mythique brasserie. Ton coup le plus exceptionnel, c'est peut-être celui-là, ce qui t'amène à ce que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas de pognon à l'époque. Les banques te font confiance. On te prête de l'argent. C'est plus compliqué que ça. Tu vas m'expliquer. Non, mais je te fais. Mais globalement, c'est cela. Christophe, la réussite, c'est une pyramide. On n'arrive pas en haut de la pyramide d'un coup. Il y a un cheminement. On commence par une affaire. Après, j'ai eu une deuxième affaire, malgré les malheurs, une troisième. Après, j'en ai eu 3 ou 4 en même temps. Et après, j'ai eu un contrôle fiscal. Ils m'ont remis encore en slip au milieu de la route. Je suis reparti avec une affaire. Et à un moment donné, en effet, je rachète le Régent. Mais j'ai racheté le Régent sans mettre
1 euro. C'est ça. Je dis bien 1 euro pour le racheter. Donc j'ai racheté 2 millions d'euros à l'époque. J'ai réussi à le revendre 3 fois plus cher 7 ans après, ce qui est quand même une jolie performance parce que sur Bordeaux... 2011. Comment? Tu le revends en 2004, 7 ans 2011. après, oui. Et donc, en effet, c'est le plus beau coup parce que c'est un coup qui m'a permis de me propulser, de me donner les moyens surtout de mes ambitions, de créer un ensemble de restaurants au niveau national. Alors j'ai commencé à les créer tout en étant propriétaire du Régent, puisqu'on a lancé en 2010 et j'ai vendu 1 an et demi après le Régent, mais ça m'a donné une puissance financière pour le faire sans pression et avec l'aisance qui permettent de prendre les bonnes décisions. Quand il manque d'argent dans une entreprise, on peut prendre des fois des mauvaises décisions parce qu'on a la pression du banquier, de la zone rouge à découvert, enfin voilà. Et donc ça m'a permis en effet de passer un palier et le Régent c'était un joli coup, mais en fait le plus beau coup de ma vie, c'est les bistrots Régent. Alors justement, bistrot Régent, en fait c'est 2 restos. Bistrot du musée, si j'ai bien compris, là où tu étais place Péberlan, Oui. et évidemment Régent, qui était le nom de cette célèbre brasserie. Pas de difficulté à utiliser ce nom, parce qu'il me semble bien qu'à un moment donné, il y avait aussi un grand hôtel, là, qui s'est aussi appelé de cette façon. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu... Oui, on va faire simple. Il y a eu quand même une procédure à un moment donné. Bon, tout le monde a été renvoyé un peu à ses habitations, comme on dit. Et, d'ailleurs, le Grand Hôtel a changé de nom. Après, il y a le Petit Régent en bas. Mais on va dire que tout ça, c'est des choses qui font partie de la vie économique. Quand plusieurs ont le même nom, il y en a un qui essaie de se l'attribuer réellement. J'ai réussi à garder mon nom de Bistrot Régent. Le Bistrot Régent, c'est quoi? C'est les petits-enfants du Régent. Oui. C'est-à-dire que le Régent, c'était l'emblématique enseigne régionale et j'ai voulu créer les bistrots Régent parce que je voulais m'appuyer sur le Régent et être sûr de réussir mon coup. À l'inverse de ce que me demandaient de faire des gens spécialisés dans le monde du lancement des entreprises nationales, ils m'ont dit oui mais ce nom, ça veut rien dire. Enfin je dis attendez, même avec un nom comme ça, vous inquiétez pas, moi je réussirai au niveau national. J'ai d'abord besoin de réussir le coup au niveau régional. Et après, on a attaqué le national avec ce nom et ça se passe très bien. Avec la com, enfin tout ce qu'on a pu apporter, le chef Philippe Etchebest qui nous recommande, enfin un ensemble de stratégies qui nous permettent de faire monter le nom au niveau national sans que ce soit préjudiciable pour le développement de l'entreprise. On va revenir sur cet aspect marketing. L'historien que je suis aurait tendance à dire que tu n'es plus régent aujourd'hui, tu es roi. Tu sais, le régent, c'est celui qui a régné avant que le roi n'atteigne sa maturité. Mais ta maturité, tu l'as atteinte et désormais, tu as dépassé le statut de régent. Alors, est-ce que j'ai l'atteinte? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais il est bien évident que c'est une bonne inspiration que ce mot régent. Bien sûr. Et surtout de la définition de ce qu'il représente. Donc, en effet, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Mais vous savez, comme je dis toujours, enfin, je dis vous, mais tu sais qu'il ne faut jamais croire que c'est gagné. Parce que quand on croit que c'est déjà gagné, c'est déjà moitié perdu. Je le dis à mes troupes très souvent. Quand il y a eu le Covid, j'ai dit qu'est-ce que je vous avais dit? Et quand il y a eu une intoxication alimentaire, je ne sais pas moi, chez Quick, il y a 20 ans, qui a eu un mort, imaginez que ça nous arrive chez nous. Donc je leur dis, restez humble, gardez les pieds sur terre, c'est jamais gagné. Parce que certains me disent, oh mais quand même, non, c'est jamais gagné. Jamais. Alors, on va essayer d'essayer d'analyser pourquoi ce succès. Il y a bien sûr maintes et maintes raisons. Une petite question sur le nombre de restos. Je disais dans la présentation 140, combien il y en a aujourd'hui exactement? Il y en a 146 exactement, oui. Et on en ouvre à peu près 2 par mois de moyenne. Donc on crée, on va dire, 2 fois 5 à 700 000 euros de travaux, c'est-à-dire entre 1 million et 1,4 million d'euros de travaux avec des petits artisans, des petites entreprises dans les régions où on ouvre les restaurants. On crée entre 20 et 30 emplois par mois. Et en effet, ça c'est ma plus grande fierté quand même de savoir que je crée de l'emploi, que je crée de la richesse pour mon pays et que je donne plaisir à ceux à qui la formule plaît, parce que ça plaît pas à tout le monde, mais il faut trouver son public. Il faut pas vouloir plaire à tout le monde. Sinon, je ferai un cassoulet le jeudi, un couscous le vendredi, un poisson. On a quelque chose de très simple. Rappelle-nous la formule rapidement, pour ceux qui connaissent pas. On est devenu un peu comme un expert, c'est-à-dire un expert, c'est quelqu'un qui sait de plus en plus de choses sur de moins en moins de choses. Et moi, je fais vraiment pas grand-chose. Donc, il y a du bœuf, du saumon, du magret, avec des frites et de la salade, avec une fameuse sauce qui accompagne tous les morceaux de viande ou poisson. Et surtout, si tu veux du riz ou des haricots verts ou autre chose, il n'y en a pas. Après, il faut laisser travailler la concurrence. Alors, c'est un peu rigide, mais c'est le concept. Ça plaît beaucoup. Il faut savoir que les Français mangeraient un steak frites tous les jours.
et certaines 2 fois par jour. Donc quand on voit le classement des chaînes nationales de restauration, aujourd'hui on est 3e, mais les 5 premières, c'est que de la viande avec des frites. Après il y a la Pizza dell'Arte qui arrive dans les 5 premiers, mais je veux dire sinon c'est la viande avec des frites. Les chefs ont beau se casser les pompons à faire des bons petits plats, on va les manger de temps en temps. Mais ce qu'on mange le plus souvent, c'est un steak frites. Alors, tu as déjà donné une des raisons du succès. La simplicité de la formule, mais il y a aussi la personnalité du capitaine, quand même. Alors, parce que s'il n'y a pas Marc Vanov, il n'y a pas de Bistro-Régent. Non, mais la réussite, c'est pas la simplicité, c'est une stratégie. En réalité... mais la simplicité est une stratégie. Oui, mais bien sûr, mais le Bistro-Régent, c'est 76 points bien précis qui font la réussite. Que les gens ne comprennent pas tous, ne voient pas tous, moi je suis le seul à tous les connaître, mais c'est ce qui fait la réussite. La réussite, c'est le contraire de la catastrophe. La catastrophe, c'est un ensemble de choses qui se passent, qui font qu'au même moment, des choses se font et l'avion s'écrase, l'immeuble ou le pont s'écroule. Eh bien, la réussite, la chance qu'on a, et on est plusieurs chefs d'entreprise en France, heureusement, à l'avoir, c'est que ces détails, on peut les maîtriser pour faire la réussite. Et donc, la catastrophe peut arriver à tout le monde, par contre, la réussite ne peut pas arriver à tout le monde. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Tu as aussi une task force autour de toi, une vingtaine de personnes, en particulier Patrick Bachet, qui est directeur du développement Bistro-Régent. Ton idée de génie, c'est d'avoir récupéré tous les très bons restaurateurs qui ont été un peu dans la galère, et c'était le cas de Patrick Bachet qui tenait la part du lion. Combien de personnes tu as autour de toi que tu retrouves régulièrement, avec qui tu vas diriger le bateau Bistro-Régent? Alors, on est 21 à la tête de réseau, 10 dans les bureaux, 11 sur le terrain, dont 6 contrôleurs qualité qui contrôlent la bonne tenue, on va dire, de chaque Bistro-Régent au niveau national. Patrick Bachet, c'était le plus grand restaurateur de la ville en 1987 d'ailleurs, quand j'ai ouvert mon restaurant. Et il mettait des panneaux aussi, le faux filet, la part du lion, partout sur les bus. Enfin, il était très... Et donc, un jour, je l'ai croisé dans la ville et on se connaissait bien. Et il me dit, t'as pas du travail? Je le regarde, je dis, mais c'est pour toi. Et il a baissé les yeux, il m'a dit, ben oui. C'était vendredi, j'ai dit écoute, je réfléchis ce week-end et lundi je t'appelle. Le lundi matin je l'appelle, je lui dis t'es disponible pour déjeuner à midi? Il me dit oui, je l'invite à déjeuner. Il arrive et je dis écoute, j'ai réfléchi, j'ai rien trouvé. Mais toi, qu'est-ce que tu peux me proposer? Ben, il me dit écoute, quand j'avais le faux filet, j'avais créé une franchise, j'ai ouvert la première à Paris, mais ça n'a pas marché, mais je connais le manuel opératoire, le DIP, le truc. Et ben, je dis voilà. Et donc je l'ai embauché et c'est le directeur du développement, c'est lui qui recrute les franchisés avec évidemment ma validation, c'est moi qui les reçois, mais c'est lui qui s'occupe de tout ça. C'est ta tête de et pont. aujourd'hui, il a plusieurs casquettes, il est aussi mon secrétaire particulier, enfin il y a un ensemble de choses. Dans nos bureaux, on a chacun plusieurs, moi j'ai 7 ou 8 casquettes, mais tous mes collaborateurs en ont au moins 2 ou 3. Pourquoi? Parce que quand on voit le chiffre d'affaires qu'on génère aujourd'hui, 150, un peu plus de 150 millions d'euros, et que mes concurrents, en faisant moins ou autant de chiffres, ils sont 60 à 180 dans les bureaux, nous on est 10. Et c'est ça notre force, c'est que c'est du concentré, ils ne comprennent pas pourquoi on fait de la pub à la télé, pourquoi j'ai Chebès, pourquoi on fait gagner une Porsche, pourquoi on a les Girondins, pourquoi on fait l'UBB. Simplement, au lieu de le mettre dans des bureaux qui sont inexistants chez moi, je remets l'argent dans la communication et aujourd'hui je pense qu'on est la chaîne la plus dynamique du moment dans la restauration assise. Je ne confonds pas avec Burger King et McDonald's, mais on est les plus dynamiques alors qu'on est encore les plus petits. On a les meilleurs résultats de la restauration française. Tu nous as donné déjà quelques pistes sur la réussite, l'équipe, la personnalité, ta personnalité, la formule. Alors il y a aussi une raison qui me semble tout à fait évidente, et tu viens d'en parler, c'est le marketing et c'est le sponsoring sportif. Alors pour toi c'était naturel que de t'associer aux Girondins, parce que tu es un supporter de la première heure, hein, c'est bien ça. Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réussite, c'est un couplet, c'est le duo gagnant, c'est la maîtrise de la régularité de la qualité, quoi que tu fasses, que ce soit des habits, si tu achètes une chemise qu'au bout de 2 fois elle est déchirée, tu vas regarder la marque, tu vas pas la racheter. Dans la restauration, c'est pareil. C'est la régularité de la qualité couplée à la gestion dont découle la comptabilité. Ça, c'est le duo gagnant que tout le monde veut avoir. Et à cela, quand tu rajoutes la communication, c'est ce que j'appelle le trio magique, les chiens à bois, la caravane de place. Même ceux qui t'aiment pas sont obligés de te tirer leur révérence parce que c'est trop puissant. Et d'ailleurs, les plus grands de ce monde sont les plus grands communicants. Et moi, je veux pas être le plus grand du monde, je veux juste être un acteur majeur dans mon pays, simplement. Je rêve pas de Londres, Madrid, Barcelone ou New York. Je reste dans mon petit pays qui est magnifique, que j'adore.
Alors, parlons du sponsoring sportif, après on parlera de la télé, parce que alors le sponsoring sportif fait partie de la stratégie de communication parce que ça crédibilise entre le chef Etchebest qui crédibilise la marque par rapport à sa reconnaissance de meilleur ouvrier de France, de cuisinier qui est quand même aguerri et reconnu par tout le monde, plus une star de la télé, lui aussi il a 2 casquettes, il m'amène 2 casquettes, il m'amène une notoriété instantanée quand on arrive à Amiens ou à Strasbourg, personne ne nous connaît au début, avec le chef Etchebest, tout le monde nous connaît instantanément, c'est extraordinaire. Et à côté de ça, les Girondins de Bordeaux qui nous donnent une crédibilisation, une notoriété qui permet on va dire, de sécuriser cette entreprise qui est le Bistrot Régent, tout simplement, avec l'UBB un peu sur les fesses aussi, qui est quand même, l'UBB c'est quand même national également. Alors j'ai envie de dire par rapport à l'émission, tu sais, qui a révélé Philippe Etchebest, Cauchemar en cuisine, tu as quand même connu un sacré cauchemar au cours de ces derniers mois par rapport aux Girondins, le confinement. Et puis évidemment, cette affaire des Girondins cet été, on s'est même posé la question de savoir si le club allait repartir en Ligue 1. Il y avait, tu as suspendu évidemment ton sponsoring, donc c'est pas évident du tout d'avoir été sponsor des Girondins dans ce moment-là. C'est vrai que c'était quand même assez compliqué parce que l'image a été un peu écornée et on a toujours peur que la nôtre également soit écornée en même temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai juste suspendu parce qu'ils jouaient plus et nous on ne travaillait plus, donc ça me paraissait tellement normal de suspendre et tout le monde a dit ça y est, il abandonne, il saute du navire qui coule. Jamais un instant j'ai pensé ça. J'ai dit on a discuté, j'ai accueilli le président, il m'a rassuré financièrement sur les investissements des Américains pour combler les trous qui allaient être en effet vus par la Commission nationale et donc ça m'a rassuré. Voilà, et on est reparti sur le même contrat, il n'y a pas une virgule du contrat qui a changé, ça nous permet d'être toujours le sponsor des Girondins. Non, on n'a pas le droit parce que c'est confidentiel. On signe, on va dire, une confidentialité réciproque. Après, il y a des chiffres qui bougent, tout le monde ne parle, mais enfin bon, on va dire, mais bon, on n'a pas d'officialisation à donner. Alors la situation actuelle, totalement insolite. Bordeaux-Nice, c'est pas dimanche qui arrive, mais c'est l'autre. 1000 personnes, le club a décidé qu'il valait mieux faire le match à huis clos plutôt que de le faire devant 1000 personnes, c'est une situation insolite. Est-ce que toi-même, tu vas aller voir Bordeaux-Nice en tant que sponsor? Est-ce que tu seras dans le stade? Non, on n'a pas le droit. Le public est interdit parce que s'ils ouvrent au public, ça déclenche, la commission de sécurité déclenche le protocole de sécurité. Donc c'est la police, c'est les gardiens, et donc avec 5000 déjà, pour eux c'est pas rentable, mais alors avec 1000 c'est carrément un gouffre financier. Donc je comprends tout à fait leur positionnement, malgré le fait que bien sûr ce soit dommage pour les supporters, hein, les ultras, enfin tous les gens qui suivent le club, mais même ceux qui ne le suivent que de loin, qui aiment bien aller au stade de temps en temps, c'est dommage, mais je crois que c'est le pays entier, l'Europe et le monde qui est frappé par cette épidémie et on est bien obligé de faire les efforts nécessaires pour essayer d'éviter de propager le virus. Alors j'ai vu les 3 premiers matchs des Girondins, j'ai l'impression que c'est plus solide cette année que l'an dernier, sans génie malheureusement devant, comme tu l'as constaté, mais c'est solide, on tire en échec Lyon, on gagne à Angers, on ne prend pas de but. Qu'est-ce qu'on peut espérer du club cette année? Est-ce qu'il est légitime d'ambitionner une place dans les 5 premiers qui serait logique par rapport au standing du club? Alors en étant amoureux du club, bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, hein, ça c'est évident, tout le monde va te répondre la même chose que moi. Je pense qu'il serait normal que nous soyons dans les 10 premiers, en espérant bien sûr, comme tu viens de le dire, d'être dans les 5 premiers. Mais je veux dire, si on est 8e ou 7e, par rapport au budget qu'on a et tout, on ne peut pas... enfin, je veux dire, on serait à notre place, on va dire, au niveau du budget. Bien sûr. Mais je pense que Gasset, Alain Roche, donc avec qui j'ai joué quand on était jeune, hein, on avait 15 ans, mais qui est, je pense, une bonne recrue aussi. Pour le moment, ils ont solidifié la défense. En effet, il manque un peu de ferveur et de dynamisme devant pour essayer d'en planter un peu plus. Et je crois que déjà, quand on a une bonne base comme ça, parce que ça joue quand même, hein, c'est pas non plus... Donc quand même 1 ou 2 joueurs, on peut les avoir avant la fin du mercato? Écoute, ça dépendra des ventes. Je pense qu'il y a des joueurs dont je peux pas... Riyad Boudbouz. Je peux pas parler parce que je sais qu'il y en a qui sont... J'aime bien ces joueurs. Il y a quelques joueurs qui sont entre guillemets à la vente, de joueurs très connus même d'ailleurs, hein, je dirais pas internationaux mais presque. Et en effet, si les offres tombent et que ça se fait, ça permettrait de recruter. Giroud, c'est infaisable. Non, Giroud, c'est pas possible. Enfin, je pense, Giroud, que c'est infaisable. Mais là, je ne suis pas dans
avait les parlé, tablettes tu sais, à un moment donné, du président hein. ou du directeur sportif. Non, je dis simplement que je pense qu'il faut qu'ils vendent des gens qui ont une valeur marchande assez importante pour pouvoir recruter. Et moi, je trouve que cette équipe, je trouve que Gasset a redonné un esprit et redonné envie. Quand on voit Bass, le match qu'il a fait, enfin, je veux dire, on voit bien que les gens, il y a un contexte psychologique hyper important, quoi. Le mec, il avançait pas, les autres n'ont pas réussi à le mettre sur le devant de la scène. Et là, d'un coup, moi, je pense que c'est ce qu'un entraîneur doit arriver à faire. C'est un peu ce que faisait Courbis avec une équipe qui avait le 10e ou le 12e budget. Il nous mettait dans les 3 premiers. 4e. Voilà. 94, si voilà. souviens. Donc, non, moi, je suis mieux que l'année dernière. Franchement, je suis plus content d'avoir un club comme ça. Alors, le pouce citrouille que tu es, tu sais que c'est comme ça que les rugbymen nous surnomment. On fait partie aussi des footeux. Il va maintenant investir dans le rugby. On aurait dû être champion l'an dernier, franchement. Qu'est-ce que tu penses? Je suis dégoûté pour Laurent Marty. Non, je suis frustré pour Laurent Marty parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinairement bien. Oui. Jamais un mot plus haut que l'autre. Oui. Toujours, il pèse ses paroles. C'est un gars qui investit beaucoup, qui a trouvé, qui a réfléchi, qui n'a pas dormi plein de nuits pour trouver les meilleures solutions. Et franchement, je suis déçu pour lui. J'espère que ça se représentera cette année, mais c'est encore un contexte très difficile parce qu'ils n'ont pas de public. Ça va être dur pour tout le monde, hein, attention. Mais c'est vrai qu'on est pénalisé parce que si vous voulez, il y a des régions où ils vont avoir 5000 spectateurs qui vont les pousser et nous, on n'en aura que 1000 ou pas. Donc, si vous voulez, on est quand même défavorisé. C'est un peu comme celui qui est en zone franche qui ne paye pas de taxes foncières, de taxes d'habitation, de taxes de je ne sais pas quoi. À côté du boulanger qui est à 1 kilomètre, là, il vend ses croissants et ses pains un peu moins cher. L'autre, il ne peut pas lutter. Donc là, c'est un peu pareil. Attention, je dis dans le football aussi, le championnat est faussé parce que les grosses équipes à l'extérieur, souvent, quand elles mettent un genou à terre, c'est parce qu'il y a le public derrière qui pousse. Quand tu vas jouer à Brest ou dans des petits clubs comme Dijon et qu'il n'y a pas de public, c'est encore plus difficile pour le petit de renverser le gros. Tu mets un kilt samedi pour aller voir UBB Édimbourg? Alors samedi, je suis malheureusement sur Paris, donc je ne serai pas là. Mais en mets pas effet, sinon, je pense pas que j'aurais mis un kit. Non. Ouais, ils vont gagner, parce qu'ils avaient déjà battu, je pense, Édimbourg. On le souhaite tous. Nous, on est sur les fesses, parce que ça, c'est le quart de finale, hein, challenge européen, oui, faut le quart préciser. De finale, c'est vrai qu'on est sur les fesses avec Bistro Régent dans la Coupe d'Europe, puisque c'est la Coupe d'Europe de l'année dernière. Donc on a payé pour aller jusqu'au bout, alors en espérant qu'ils iront en finale et qu'ils la gagneront. Donc ça veut dire que samedi, j'espère que tout va bien se passer et qu'on pourra fêter la victoire, bien sûr, de l'UBB en suivant le match. On parle télé pour terminer cet entretien. Personnage comme toi ne pouvait pas laisser insensible. Tu avais déjà commencé à montrer ta trombine avec Philippe Etchebest sur des petits films qui passaient dans les cinémas, à la télé. On a vu que tu avais une gueule, que tu avais ce franc-parler qui plaît tellement à la radio. On t'a beaucoup entendu un peu partout, on l'a dit tout à l'heure. Et puis alors on fait appel à toi. Alors, peut-être avantage d'avoir connu le président de M6 quand il était évidemment président des Girondins. C'est à ce moment-là que tu as rencontré le président ou pas? Alors pas du tout. C'est en réalité, j'ai fait de la pub avec Philippe Etchebest à la télé. Et un jour, Philippe Etchebest m'appelle, il me dit, j'ai Sony Production qui m'appelle, Picture Production qui m'appelle, il m'a dit, est-ce que vous avez les coordonnées du gars avec vous dans la pub? Et il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que je fais? Je leur donne, et puis je lui donne-leur. C'était le vendredi, le lundi, ils ont débarqué dans mon bureau, ils m'ont posé plein de questions, ils ont filmé, ils m'ont fait faire quelques trucs et tout. Et puis, pas de nouvelles. Et 2 mois et demi ou 3 mois après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, mais vous êtes sélectionné pour participer à qui va être mon associé. Et voilà comment ça s'est passé, tout simplement. Non, ça n'a rien à voir avec le président d'M6, de Tavernost, ça n'a rien à voir avec lui. Et puis l'émission s'est très bien passée, je pense que j'ai été dynamique dans l'émission, j'ai amené, on va dire, une touche différente de ce que les autres amenaient. Et donc, si tu veux, ils m'ont demandé, ils m'ont tanné pour faire une 2e année, mais j'ai pas voulu parce que je veux pas passer pour celui qui passe à la télé pour distribuer de l'argent, c'est pas du tout mon esprit. Quand on m'appelle, je joue le jeu à fond, je l'ai fait, mais je me vois pas chaque année faire ça, d'abord parce que j'ai investi dans 12 entreprises, des sommes assez importantes aussi, mais ça me donne encore plus de boulot. Si je rajoute encore une couche une année, je vais avoir encore 10 ou 12 chefs d'entreprise au téléphone tous les jours qui m'appellent pour me demander des conseils, des réunions. Enfin, j'ai pas le temps et c'est pas mon souhait, quoi. Voilà. Donc je crois que l'émission a été annulée. Enfin, pour le moment, elle a été annulée et ils vont peut-être en refaire une l'année prochaine, je sais pas, mais ils ont annulé la 2e saison. Dragon's Den, tu rencontres mon pote Julien Courbet. Qui veut être mon associé. Qui veut être mon associé, c'est vrai. Avec parce Julien que Courbet. L'émission s'appelait au départ Dragon's Den, mais c'est la même. C'est la même, mais c'est une émission dont le nom change suivant les pays, mais c'est la même émission. Alors,
qui va être mon associé? Je disais avec mon pote Courbet, puisque je le connais depuis des années, j'ai joué au foot avec lui. Alors, tu le connais aussi parce qu'il est originaire de notre ville, il est Téziné, si je ne m'abuse. Et donc là, tu t'affirmes véritablement dans cette émission, tu donnes des conseils. Quel est le projet le plus fou qu'on ait pu te proposer? Parce que je sais que le but, c'est de donner son aval à un projet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient à l'esprit tout de suite là? Très simplement et directement, c'est les crampons dans lesquels j'ai pris 25% de participation pour un montant de 400 000 euros. C'est des crampons qui se glissent sur toutes les chaussures, qui s'adaptent suivant le poste que tu tiens, gardien, arrière, avant, milieu. C'est génial, on vient de décrocher Cristiano Ronaldo quand même. On a une partie des joueurs du All Black, on a une partie des joueurs de Saint-Etienne, des joueurs de Toulouse. On va essayer, l'année dernière c'était compliqué avec l'entraîneur de Bordeaux parce que j'avais pas de très bonnes relations, mais cette année on va essayer également. Et petit à petit, écoute, ils se vendent des milliards de crampons dans le monde. On est en négociation avec les plus gros de ce monde puisqu'il a fait breveter. C'est un ingénieur qui était ingénieur chez Pirelli, qui est spécialiste de l'adhésion, qui s'est lancé là-dedans et le mec il est bon. J'ai senti le gars, j'ai senti le produit, j'ai dit allez hop on y va et je pense qu'on va faire un très joli coup. Voilà, parce que je connais un peu les montants de négociation et je sais que... Mais tu sens aussi, tu es quelqu'un qui... c'est-à-dire que moi j'ai rien à perdre, donc je fais simplement, je joue les hommes, mais quand j'investis, je joue les hommes et le produit. Voilà. Et là, il y a les deux, donc je suis quand même assez rassuré. Et je pense que sur l'ensemble des investissements, il y en a 2 ou 3 qui devraient percer et faire que je vais avoir une rentabilité, malgré le fait que j'étais parti un peu la fleur au fusil à me dire, écoute, j'ai dit à ma femme, je le fais, je joue le jeu, si c'est perdu, c'est perdu, c'est pas grave. On part sur le principe que c'est perdu et je m'aperçois que ça ne sera pas perdu. Voilà. Alors, qui va être mon associé au Dragon's Den à l'international? Et la deuxième émission, où tu as rouillé aussi, Grimé, c'est l'anti-Marc Vanov, patron incognito. Alors, c'est d'ailleurs la première, dans l'ordre, qui apparaît sur M6, si je ne m'abuse, je crois que c'est au mois de décembre ou novembre 2019, je crois. Et là, tu fais une apparition remarquée, tu arrives dans un resto et tu regardes tout ce qui ne va pas. Grimé, tu fais le gars là, qui est un petit peu... à la masse, mais en réalité, tu observes tout et ensuite tu donnes ton avis et tu révèles ta vraie identité. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas regardé. Bien sûr, et surtout, je prends des décisions et des engagements que j'ai l'habitude de prendre hors émission. C'est-à-dire que je veux pas que les gens croient que dans cette émission, j'ai fait des choses que je ne fais pas d'habitude pour essayer de me faire valoir ou quoi que ce soit, pas du tout. Tout ce que j'ai fait, c'est une rétrospective de ce que je fais habituellement dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que j'avais offert ou que j'avais fait à des gens des cadeaux que j'ai pas l'habitude. Non, je l'ai pas fait pour l'émission. C'est justement le fil conducteur de ma vie et ça suit ce que je fais habituellement. Qu'est-ce qui fait avancer Marc Vanov, avancer un petit peu plus? Est-ce que tu as des ennemis? Est-ce que tu as des détracteurs? Des détracteurs, il y en a beaucoup. Mais des ennemis, moi personnellement, je n'en ai pas. J'essaye toujours de rester, on va dire, droit et je n'ai pas de haine. Je suis pas rancunier. J'ai cette chance de ne pas être irrité par les critiques et ça fait tellement longtemps qu'on me critique. Même il y a déjà quelques années, on disait que je trafiquais dans la drogue ou que j'étais dans la prostitution. Enfin, j'ai entendu de tout. Donc, même quand j'ai ouvert les bistrots Régent, on offre le champagne du dimanche au jeudi soir. On est la seule chaîne et les seuls restaurants en France à offrir le champagne en imprimant un coupon sur bistrotrégent.fr. Les gens me disaient, mais il doit le voler, le champagne, c'est pas possible. Tu vas dans des restos, des fois, ils ont que 2 ou 3 bouteilles au frais. Si tu en prends 3 ou 4, ils courent chez le voisin en chercher. Et nous, on l'offre. Alors, évidemment, ça paraissait incroyable. Et d'ailleurs, au début, sur les avis sur TripAdvisor ou Google, tout ça, il y avait écrit on y a été, on a donné le coupon, ils nous ont donné le champagne, on a vraiment mangé. Et ça, c'était un pied de nez parce que je voulais donner envie et la possibilité, aux gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de manger au champagne dans un restaurant. C'est quand même pas donné à tout le monde. Il y a des gens, quand ils font un anniversaire, ils vont chercher du champagne et tout qu'on fait, ils reviennent avec 3 bouteilles de mousseux parce qu'ils disent attends, le champagne était trop cher, j'ai pris 3 bouteilles de mousseux. J'ai connu ça, donc je sais de quoi je parle. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas d'argent, donc je sais ce que c'est. Eh bien, je voulais donner cette possibilité à ces gens qui n'en ont pas les moyens de manger au champagne dans un restaurant. C'était une image qui me faisait plaisir et ça fait 10 ans que ça dure, même si au début ils ne croyaient pas. Aujourd'hui, c'est presque 200 palettes de champagne au niveau national, c'est énorme, hein. Mais c'est calculé, ça fait partie du concept et tout le monde est content parce que ça donne une dynamique les jours les plus creux de la restauration française, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir pour les étudiants. Dernière question, est-ce que tu aimes les arbres de Noël?
Alors j'adore les arbres de Noël et je pense que je te vois venir sur la décision du maire de Bordeaux. Moi je trouve que la décision elle est tout à fait logique par rapport à son point de vue et à son élection en tant que vert et en tant qu'écologiste. Après par contre si j'avais été à sa place, j'aurais quand même dit le sapin que j'aurais mis à la place, qui est fait avec des choses recyclées ou voilà, pour pas laisser les pauvres enfants sans sapin de Noël. Tout le monde l'a cru, ça a fait polémique alors qu'en réalité je pense que c'est pas un mauvais gars. Moi je sais qu'il mange souvent dans les bistrots Régent. Écoutez, maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Il a gagné haut la main. On peut pas. Il y a des élections. Il a réussi son pari. Bravo à lui. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien, ça sera le mot de la fin, Marc. On va continuer cette série de rencontres dans les jours qui viennent. On sera avec une célèbre école de cinéma que tu connais peut-être à Bordeaux, qui s'appelle le Cours Florent. On ira assister très certainement le 29 septembre à une échéance avec les jeunes du Cours Florent. Ça reste encore à négocier. Et puis on a également une très très belle affiche. Ce sera le 8 décembre prochain. On va rencontrer quelqu'un que tu connais bien, qui est le grand nom du vin à Bordeaux, c'est Sylvie Caz. Tu la connais, très bien. certainement. Oui, tout à fait. Elle nous a donné son accord pour une interview collective avec Corinne Rollet, qui est la patronne des 3 lycées viticoles que nous avons en Gironde, et avec Guy Mélin, qui est le patron du château La Rose. Je ne sais pas si tu connais. On fera donc une émission spéciale vin le 8 décembre. Marc, c'est génial de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. On était super contents que tu nous fasses toutes ces confidences. On te souhaite bon vent. Et puis on espère se revoir le plus rapidement possible. Et puis, allez Bordeaux. Bordeaux. Yes.